Merci Monsieur Dumas. Donc, bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir ici si nombreux. Cette année encore, on aura la chance pendant ces 2 jours de conférences et de formation d'accueillir des intervenants de grande qualité. Vous le verrez, j'espère que vous serez contents et heureux de ce que l'on va vous présenter. On va démarrer cette matinée par des rappels et des actualités de la SEL et de la Société Micro-Holding Familiale. Donc, présenté par Rémi Dumas et par moi-même. Hop. Je vais peut-être le faire sans micro, ce sera mieux. Donc, en rappel, qui sommes-nous? Je pense que je vais passer rapidement. Rémi Dumas et moi-même. Hop. C'est mieux que le micro? D'accord. Je vais le faire avec le micro. Pardon. Donc j'ai appelé cette première formation l'enfer de l'IR et les délices de l'IS. On va voir pour quelle raison. Comme on va le voir, en fait, l'évolution récente et certainement à venir de la fiscalité renforce cette affirmation. Ça conforte également les stratégies qui ont été mises en place et proposées par Rémi Dumas depuis 20 ans déjà. Lui qui fut un précurseur en la matière avec la création des sociétés d'exercice libéral pour les professions de santé dans le cadre de leur exercice professionnel. Et lui qui a aussi mis en place, parmi les premiers, les sociétés holding familiales patrimoniales pour la gestion et la détention de son patrimoine personnel. Tout cela dans le cadre de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. On parle de la SEL, de la Société Micro-Holding Familiale et maintenant SPFPL. On va voir dans le détail précisément ce que regroupent ces sociétés. On pourrait y ajouter également la SCI par exemple ou la SCS qui sont toutes directement ou indirectement des sociétés qui peuvent être assujetties à l'impôt sur les sociétés. Pour faire un petit rappel historique, dès 1992, le professeur Maurice Cauzian, professeur émérite de droit fiscal, qui a fondé le DESS de droit fiscal de l'Université de Bourgogne, dès 1992, dans un article que l'on peut considérer comme étant prémonitoire, il avait indiqué « Contribuables de tous États, mettez-vous en société, l'art et la manière de mieux gérer son entreprise et son patrimoine ». Le fait d'ajouter « et son patrimoine » voulait tout dire justement dans cette affirmation. Et c'était en cela que c'était une nouveauté, puisque jusqu'alors, on n'anticipait pas la société avec l'impôt sur les sociétés sous l'angle de gestion de son patrimoine personnel. C'est aussi à cette époque que le professeur Cauzian encouragea Rémi Dumas, après avoir étudié ses différents travaux sur le sujet, à les publier. Et donc c'est à ce moment-là qu'est sorti quelques années après le premier ouvrage de Rémi, Moins d'impôts pour les professions libérales grâce à un usage patrimonial de la société d'exercice libéral. Là encore, le sous-titre, grâce à un usage patrimonial de la société d'exercice libéral, veut tout dire, puisque mettre en place une société d'exercice libéral, j'allais dire que tout le monde peut le faire, le conseiller, mais maintenant avoir une vision patrimoniale, c'était la nouveauté, c'est ce qui fait aujourd'hui la grande force des stratégies mises en place par Rémi Dumas. Ce livre en est à sa 3e édition et plus jamais les conseils de l'époque sont aujourd'hui toujours d'actualité. C'est ce livre que moi je découvris également en 2010 et qui transforma complètement mon approche du métier d'ingénieur patrimonial. Donc avant d'entrer plus dans le détail, on va rappeler rapidement ce qui caractérise en fait ces 3 sociétés que sont la SEL, la Micro-Holding et la SPFPL. Donc, tout d'abord, la société d'exercice libéral. La société d'exercice libéral, c'est une société d'exercice professionnel. Donc, c'est une société qui est régie par un ordre, qui est réglementé par la loi du 31 décembre 1990. Donc, on constate que c'est très ancien maintenant, et qui, pour chacune des professions, a fait l'objet de décrets d'application. Donc, on a eu des décrets d'application qui sont venus préciser les contours pour chacune des professions, que ce soit pour les vétérinaires, les médecins, les biologistes, etc. etc. Cette société, elle est d'objet exclusivement d'exercice libéral. Donc c'est une société qui n'est pas une société de gestion de patrimoine, mais c'est une société d'exercice libéral qui est donc très souvent, dans la quasi-totalité des cas, doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, puisque on peut difficilement concevoir une SEL qui ne soit pas à l'impôt sur les sociétés. On a quelques cas un peu particuliers de SEL qui ne sont pas à l'impôt sur les sociétés. On l'a rencontré avec Rémi Dumas, de personnes qui sont installées dans des zones à fiscalité avantageuse, par exemple aux zones franches ou en zones de revitalisation rurale. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que la SEL soit
à l'impôt sur le revenu reste en transparence fiscale parce qu'en fait, dans ces zones en question, on a des exonérations fiscales. Et si la SEL est à l'impôt sur les sociétés, certes, la société ne va pas payer d'impôt sur les sociétés, mais le professionnel, lorsqu'il va appréhender un revenu, va devoir payer de l'impôt sur le revenu qu'il va encaisser. Donc dans ce cas un peu exceptionnel, en fait, on laisse la SEL à l'impôt sur le revenu, ce qui fait que la totalité du bénéfice qui est appréhendé par le professionnel est exonérée d'impôt sur le revenu. Et dès lors que ces exonérations fiscales ne sont plus intéressantes, dans ce cas-là, on peut faire une option à l'IS sur la société pour se remettre dans un cadre fiscal plus intéressant. Hormis ce cas un peu particulier, dans toutes les autres situations, il faut que la SEL soit soumise à l'impôt sur les sociétés. La SPFPL, alors, qu'est-ce que c'est que ce nom un peu barbare? C'est la Société de participation financière de profession libérale. C'est une société qui est de création beaucoup plus récente. Aujourd'hui, elle est régie par la loi du 31 décembre 1990, qui a été modifiée en 2011 pour prévoir la création de ces sociétés d'exercice libéral. Là aussi, il faut des décrets d'application pour chacune des professions, sachant qu'à ce jour, peu de décrets d'application n'ont encore été publiés. On a les décrets d'application qui sont parus concernant les vétérinaires, on a les décrets plus récemment pour les biologistes médicaux qui datent de janvier 2016, mais on a aussi les pharmaciens d'officine, mais on n'a pas tous les décrets d'application. Ce n'est pas dramatique dans le sens où une décision du Conseil d'État de 2012 a prévu que, en l'absence de décret d'application, les ordres n'avaient pas le droit de refuser l'immatriculation de ces SPFPL. Alors les SPFPL, ce sont en fait des sociétés holding qui ont vocation et objet exclusif à détenir des parts de sociétés d'exercice libéral. Ce sont typiquement des holdings uniquement professionnels. Ça va permettre, par exemple, à un pharmacien d'acheter une société d'exercice libéral, d'acheter les parts de cette SEL et de faire supporter le remboursement et le coût du crédit par une société holding qui va emprunter pour faire l'acquisition de ces parts de SEL. Et cette opération sera beaucoup plus intéressante fiscalement que de faire l'acquisition des parts directement à son nom, puisque quand on achète des parts de SEL à son nom, on va subir une pression fiscale beaucoup trop importante lorsqu'on va encaisser des revenus provenant de la société qui vont permettre de rembourser le crédit. Si on emprunte à titre personnel pour acheter des parts de SEL, on va appréhender des revenus sur la SEL, et lorsqu'on va appréhender ces revenus, on va subir une taxation de 50 à 60%. Donc autant dire que le crédit, on va le rembourser deux fois, et finalement la pharmacie va nous coûter le double que ce qui était prévu. A l'inverse, si on met une société holding qui emprunte à notre place pour faire l'acquisition de ces parts de SEL, la société holding va bénéficier d'un régime fiscal qu'on appelle le régime mère-filiale, et tous les revenus qui vont remonter dans la société holding pour permettre le remboursement du crédit ne vont quasiment pas être taxés, et donc ça va permettre d'avoir une pression fiscale beaucoup moins grande sur le remboursement de ce crédit. C'est le premier objet de la SEL. La SEL va aussi permettre de s'associer. Aujourd'hui, au niveau des professions médicales, uniquement entre professionnels du même métier. Mais depuis la loi Macron, au niveau des professions juridiques et du droit, il peut y avoir des associations entre, par exemple, notaires et avocats qui créent une société commune, qui ont le droit désormais de s'associer pour proposer des services complémentaires à leurs clients respectifs. Au niveau des professions de santé, par contre, c'est exclu. Un médecin ne peut pas s'associer avec un pharmacien. C'est contraire aux règles de chacun des décrets. Cette société, on le voit, ce n'est pas non plus une société de gestion du patrimoine personnel, puisqu'elle a un objet exclusif de détention de parts de SEL, et donc elle ne peut pas détenir autre chose que des parts de SEL. Il y a une toute petite ouverture là aussi depuis la loi Macron qui permet à ces SPFPL de détenir les murs professionnels nécessaires à l'exercice de la profession. Donc on peut faire l'acquisition de parts de SCI par l'intermédiaire de cette SPFPL, mais c'est la seule exception, et ce qui veut dire qu'on ne peut pas investir dans un bien immobilier locatif patrimonial avec cette SPFPL. Donc c'est bien souvent, dans le cadre des stratégies qui sont mises en place par Rémi Dumas, ça peut conduire à une impasse, puisqu'on va faire remonter de la trésorerie dans cette SPFPL, et on n'aura pas d'utilité particulière, si ce n'est à faire une cagnotte qui ne sera pas rémunérée en haut. Donc il peut y avoir des solutions plus intéressantes que celle-ci. Mais c'est une société qui était très attendue, je vous le disais, notamment par les pharmaciens, parce que les prix d'achat des officines, même s'ils ont baissé ces dernières années,
sont encore aujourd'hui très élevés en proportion de la rentabilité qui est régulièrement grignotée. Et avant cette création de SPFPL, il est vrai que l'achat de parts de sel était extrêmement compliqué. Et donc des pharmaciens qui étaient installés en sel se voyaient confrontés à un problème à la sortie pour revendre leurs parts de société, compte tenu de la fiscalité que j'ai évoquée sur le remboursement du crédit lié à l'achat de parts de sel. Dernier point, donc la société micro-holding familiale et patrimoniale, j'ai ajouté. Alors, société micro-holding familiale, c'est pas un terme juridique, c'est un terme commercial inventé par Rémy Dumas. Il s'agit en fait d'une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas réglementée par un ordre et qui a un objet qui est la détention de parts ou d'actions d'autres sociétés. Et là, par contre, cette fois-ci, dans cette société micro-holding familiale, on peut y loger tout ce que l'on veut, le patrimoine privé, que ce soit des biens immobiliers locatifs, que ce soit des placements indirectement financiers, mais on n'a pas de limite et pas de contrainte par rapport à la comparaison avec la SPFL que j'évoquais précédemment. Donc cette société micro-holding familiale, c'est un concept sur lequel Rémy Dumas a travaillé depuis la fin des années 80 et qui, avec le recul, permet de valider les options et les choix qui ont été retenus. Je vous le disais, là aussi, on ne peut pas concevoir une société micro-holding familiale qui ne soit pas soumise à l'IS, ça n'apporterait strictement rien. Voilà, est-ce que ça va sur ces trois formes de société? Je vous le disais, on peut y ajouter, si on poursuit le raisonnement, les SCI qui indirectement peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés. Les SCI qui vont avoir vocation, comme son nom l'indique, à faire l'acquisition de biens immobiliers. On peut ajouter également ce qu'on appelle les SCS, les sociétés en commandite simple, qui vont permettre notamment dans certains cas de faire l'acquisition de biens immobiliers loués en meublé. Mais tout cela va découler naturellement de l'organisation qui a déjà été mise en place et toujours dans le cadre fiscal de l'impôt sur les sociétés. Donc après ces quelques rappels, on va maintenant rentrer dans le détail de la fiscalité IR et IS, et je vous expliquerai pourquoi j'ai appelé ça l'enfer de l'IR et les délices de l'IS. Donc premier rappel sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Alors la fiscalité de l'impôt sur le revenu, elle se caractérise par tout d'abord une progressivité du taux d'imposition. On a en fait un taux marginal d'imposition qui est progressif, qui va de 14 à 45%, 14, 30, 41, 45%. La tranche de 45% a été ajoutée en 2012. On peut aussi avoir dans certains cas ce qu'on appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui va rajouter 3 ou 4 points supplémentaires de fiscalité. Cette progressivité, elle va se combiner également avec soit les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales. Les prélèvements sociaux, ce sont donc la CSG-CRDS de 15,5% qui vont s'appliquer sur les revenus du patrimoine, qui peuvent s'appliquer également sur des dividendes, dans certains cas, on va le voir. Et à contrario, on a les cotisations sociales qui, elles, vont s'appliquer sur les revenus professionnels d'exercice. Et les cotisations sociales, elles montent à plus de 40% dans les premières tranches et elles vont descendre aux alentours de 25-30% sur les tranches les plus basses. Cette fiscalité en question, donc on voit qu'elle est caractérisée par une très forte pression fiscale, puisqu'au global, quand on cumule l'ensemble, on a plus de 60% de taxation globale. Donc ça veut dire que pour avoir 100 € en net dans la poche, il faut avoir plus de 200 € de bénéfices générés sur son activité, notamment professionnelle. Ça veut dire aussi que sur des revenus de placement, quand vous encaissez 100, il va rester moins de 50 à la fin, et sur lesquels il faudra en plus éventuellement ajouter l'ISF dans certains cas pour ceux qui sont concernés. Ça veut dire que compte tenu des taux de rémunération actuels, bien souvent, la fiscalité va gommer la totalité, voire plus même que le rendement annuel qui est encaissé. Donc cette fiscalité d'impôt sur IR, son autre caractéristique, c'est qu'elle va s'appliquer d'office en l'absence d'options contraires. Il y a encore quelques années, existaient des possibilités de prélèvements forfaitaires libératoires sur certains revenus, notamment par exemple sur les dividendes, notamment sur l'imposition des plus-values. On pouvait avoir un prélèvement forfaitaire qui venait remplacer le taux d'imposition sur le revenu. Ce prélèvement forfaitaire, il était de 18, 21, 25%. Et donc pour les personnes qui étaient dans les tranches d'imposition les plus élevées, il était plus intéressant de prendre ce prélèvement forfaitaire plutôt que de soumettre les revenus à l'impôt sur le revenu. Désormais, on n'a quasiment plus d'options possibles pour le prélèvement forfaitaire, puisque aujourd'hui subsiste simplement le prélèvement forfaitaire dans le cadre des contrats d'assurance vie. On a toujours cette possibilité d'avoir une taxation moindre et de ne pas soumettre ces revenus à l'impôt sur le revenu. On a une taxation qui peut être de 35, 15 ou 7,5% en fonction de l'ancienneté du contrat. On a aussi une taxation forfaitaire pour les plus-values immobilières de 19%, plus 15,5% de CSG-CRDS, mais
pour toutes les autres sources de revenus, on est soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif. Donc ça veut dire que pour les personnes assujetties dans les tranches les plus importantes, on a énormément de pression fiscale, quelle que soit la source de revenus. Et on a peu de choix qui s'offrent à nous, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans ces cas-là, dans une situation de contribuable totalement passif. Parce qu'on ne peut faire les choses sans avoir beaucoup de possibilités d'optimisation. On a peu d'arbitrages qui sont possibles, et j'allais dire qu'avec l'expérience, on s'aperçoit que les dispositifs éventuels de défiscalisation qui sont proposés, bien souvent s'avèrent, quand ils ne relèvent pas tout simplement même de l'escroquerie, il s'avère que ça va permettre d'avoir une économie fiscale, mais que l'on va payer dans le temps, parce que si on fait une opération immobilière neuve pour avoir une réduction d'impôt, on va surpayer le bien à l'achat par rapport à sa vraie valeur, et ce qui fait qu'au global, finalement, l'économie d'impôt, on la paye par ailleurs. Ce sont bien souvent des solutions qui ne sont pas réellement intéressantes. Et les stratégies que nous mettons en place avec Rémi Dumas consistent plutôt que à chercher à réduire le montant de l'impôt que l'on paye, à éviter de payer des impôts. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'éviter de payer des impôts et de ne pas avoir ensuite besoin d'aller chercher des opérations pour réduire les impôts qu'on a payés. Et dans ce cas-là, on peut se concentrer du coup sur des investissements dont la qualité est manifeste, des investissements qui ont une vraie valeur patrimoniale, plutôt que de chercher un investissement dans l'unique objectif d'avoir une réduction d'impôts. Malheureusement, on voit encore une fois avec l'expérience très souvent, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Autre point, c'est que cette fiscalité, elle est changeante, elle est totalement instable, puisque année après année, on sait aujourd'hui qu'il y a environ 30% du Code général des impôts qui est modifié tous les ans. C'est d'après une étude récente du Conseil d'État, 30% du Code général des impôts est modifié tous les ans. Ce qui laisse peu de place finalement pour des stratégies, pour de la prospective, puisque si on s'engage dans une opération immobilière sur 15 ans, il peut y avoir 5 ou 6 changements de fiscalité entre-temps. Sauf qu'une fois que l'opération est lancée, on peut difficilement revenir en arrière. Je citerai l'exemple de la situation des loueurs en meublé professionnels et non professionnels, qui, notamment pour le statut de loueur en meublé professionnel, était un dispositif extrêmement intéressant jusqu'en 2008. Pour faire simple, il permettait de déduire les travaux, les charges que l'on générait sur l'ensemble de ses autres revenus par ailleurs, et pour être considéré comme étant loueur en meublé professionnel, loueur en meublé professionnel, il suffisait d'avoir plus de 23 000 euros de revenus de la location meublée, et on était considéré comme étant loueur professionnel. Et dans ce cas-là, tous les travaux que l'on faisait passaient en déduction de ses autres revenus par ailleurs, ce qui offrait de nombreux avantages fiscaux. En 2008, la loi a été modifiée et désormais, pour être considéré comme étant loueur en meublé professionnel, il ne suffit plus d'avoir 23 000 euros, il faut aussi que les revenus que l'on encaisse de la location meublée soient supérieurs à ses autres revenus professionnels. Et donc, un médecin qui a 80 000 euros de revenus d'activité doit générer plus de 80 000 euros de revenus de la location meublée pour être considéré comme loueur en meublé professionnel. Donc les conditions, on voit, sont beaucoup plus limitatives. Et les conséquences, elles ne sont pas neutres, puisque du coup, quand on passe dans le statut de loueur en meublé non professionnel, on n'a plus cette possibilité d'imputation des déficits sur les autres revenus par ailleurs. Donc, ce n'était pas une loi rétroactive fiscalement, puisque ça ne s'appliquait qu'à partir de 2009, 2010, 2011, mais comme les opérations avaient été engagées bien avant, on peut dire qu'elles ont quand même été impactées par une loi quelque part rétroactive. Et ça, on ne peut rien y faire, c'est constitutionnel, et donc on est totalement passif, et bien souvent, malheureusement, on est contributif des changements qui vont avoir lieu. Donc voilà pour l'impôt sur le revenu, sur ces brefs rappels, et ce qui fait qu'on voit clairement que l'impôt sur le revenu est la pire des situations. A contrario, l'impôt sur les sociétés est d'une part un impôt qui est très stable dans le temps. Le taux d'imposition à 33 un tiers, lui n'a pas bougé depuis plus de 20 ans pour les très petites entreprises et pour les PME. Dans les années 50, ce taux d'imposition était même à 50%. On parle de le modifier, de l'abaisser à 28%, voire peut-être moins en fonction des candidats de la primaire, notamment à droite. On a aussi créé un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 15%, notamment pour les petites entreprises. Et ce taux d'imposition de 15%, c'est une véritable niche fiscale. Et là aussi, celui-ci n'a pas été modifié depuis très longtemps. C'est une niche fiscale puisqu'en fait, le taux de 15% va s'appliquer jusqu'à 38 120 euros de bénéfices tous les ans. Et n'importe quel contribuable a la possibilité, s'il le souhaite, de créer 10 sociétés qui vont toutes les 10 bénéficier de 15% d'imposition jusqu'à 38 000 euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on peut soumettre dans ce cas-là
plus de 380 000 euros uniquement au taux d'imposition de 15%. Alors que si on était à l'impôt sur le revenu, on serait dans les tranches évidemment les plus importantes. Donc 15% d'imposition et une absence totale de cotisation sociale, c'est une véritable niche fiscale. Donc le taux d'IS à 33, je vous le disais, en plus lui devrait passer à 28%, donc ça c'est le projet de loi de finances pour 2017, qui est en cours de vote, voire peut-être moins à l'avenir. Et il est fort probable que, dans le contexte que l'on connaît actuellement, ce taux de 33 à un tiers, en tout cas, ne soit pas revu à la hausse. Dans le meilleur des cas, il baisse, et dans le pire des cas, il restera identique. Voilà, donc déjà, il y a une vraie stabilité dans le temps par rapport à l'impôt sur les sociétés, contrairement à l'impôt sur le revenu. Là, j'évoquais donc la fiscalité de l'entreprise en tant que telle, de la société en tant que telle, son taux d'imposition. Maintenant, qu'advient-il lorsque le chef d'entreprise va appréhender des revenus? On va avoir plusieurs sources de revenus possibles d'un point de vue fiscal. On a tout d'abord ce qu'on appelle les revenus de gérant majoritaire, qui sont l'équivalent d'un salaire, pour faire simple. Sur la société, le chef d'entreprise va appréhender les revenus. Si on est sous une forme de SARL, ces revenus seront taxés selon des revenus de gérance majoritaire. Premier point, c'est que ces revenus de gérant majoritaire vont bénéficier d'une déduction forfaitaire de 10%. Là où le professionnel, s'il est en entreprise individuelle, voit ses bénéfices non commerciaux, BNC ou BIC, soumis à l'imposition à l'euro près, au niveau de la société, il va bénéficier d'une déduction forfaitaire de 10%. Cette déduction forfaitaire de 10%, elle est plafonnée à 12 170 euros, mais ça veut dire que jusqu'à 120 000 euros de revenus, on a quand même déjà une déduction forfaitaire de 10%. Et donc rien que cela, déjà, ça offre un avantage fiscal qui n'est pas neutre. Ensuite, ça c'est la première possibilité de sortir des revenus, mais quand on est en société, on a aussi la possibilité, c'est un choix, de prélever les dividendes. Et les dividendes que l'on va prélever sur la société ne vont pas être assujettis à la même fiscalité que les revenus de gérant majoritaire. Ces dividendes vont bénéficier d'un abattement de 40% au niveau de l'impôt sur le revenu, et dans certains cas d'une exonération des cotisations sociales obligatoires, ou d'être soumis aux prélèvements sociaux à 15,5%. Là, je vais vous faire un petit calcul pour que ce soit plus clair. Donc, si on a par exemple un bénéfice de 10 000 euros sur la société, donc la société va payer son impôt sur les sociétés à 15%, parce qu'on est à moins de 38 120 euros, ce qui va faire 1 500 euros d'impôt sur les sociétés, donc il restera 8 500 euros que la société va pouvoir distribuer sous forme de dividendes. Lorsqu'on va distribuer les 8 500 euros, on aura deux fiscalités. L'impôt sur le revenu, qui va être déterminé au niveau du chef d'entreprise qui va encaisser les dividendes. Et donc l'impôt sur le revenu est calculé avec un abattement de 40%. Et on va aussi avoir soit les prélèvements sociaux, soit les cotisations sociales obligatoires. Je vais rentrer dans le détail après pour vous expliquer dans quel cas on est sur les prélèvements sociaux et dans quel cas on a les cotisations sociales obligatoires. Donc si on prend l'impôt sur le revenu avec une tranche marginale à 41%, comme ça. Donc au niveau de l'impôt sur le revenu avec l'abattement de 40%, on va en fait avoir 5 100 euros qui seront imposables. Donc on va faire 40% d'abattement sur les 8 500 euros, donc il vont rester 5 100 euros qui vont être assujettis à l'impôt sur le revenu. J'ai supposé qu'on était dans une tranche marginale d'imposition à 41%. Ce qui fait que du coup, on aura 2091 euros d'impôt. 2091. Et ensuite vont s'ajouter également soit les prélèvements sociaux, soit les cotisations sociales obligatoires. Alors, dans quel cas est-ce qu'on est aux prélèvements sociaux et dans quel cas aux cotisations sociales obligatoires? Lorsque le chef d'entreprise prend des dividendes, il va falloir regarder quel est le montant de ces dividendes rapporté au montant du capital social. Depuis 2009 pour les professions médicales, depuis 2013 pour l'ensemble des professions, un gérant de SARL ou de CELA qui encaisse des dividendes aura des cotisations sociales obligatoires à payer sur ces dividendes qui vont excéder 10% du capital social. Ça veut dire que si le capital social de la société est de 10 000 euros, on peut prendre 1 000 euros de dividendes
qui ne sont pas assujettis aux cotisations sociales obligatoires. A contrario, ces 1 000 € sont assujettis aux prélèvements sociaux. Et à l'inverse, si on prend plus de 1 000 € dividendes, la fraction qui va excéder les 1 000 € dividendes va, elle, être soumise aux cotisations sociales obligatoires. Donc ça va être exactement la même chose que si on avait pris une rémunération de gérance, l'équivalent d'un salaire. Ça veut dire aussi, du coup, que si on a un capital social à 200 000 €, on peut prendre tous les ans 20 000 € de dividendes qui sont exonérés de cotisations sociales obligatoires et qui sont assujettis aux prélèvements sociaux. Et vous avez compris, du coup, que les prélèvements sociaux sont moins imposés, représentent un taux moins important que les cotisations sociales obligatoires. Donc on a une stratégie d'optimisation éventuelle à ce niveau-là, en faisant en sorte de prendre des dividendes qui n'excèdent pas 10% du capital social pour les soumettre aux prélèvements sociaux à 15,5%, les prélèvements sociaux, et non pas aux cotisations sociales obligatoires qui, elles, peuvent monter jusqu'à 40%. Dans le cas que j'ai pris ici, j'ai supposé qu'on était donc dans cette hypothèse où les dividendes de 10 000 € étaient inférieurs à 10% du capital social. Ça veut dire que le capital de ma société, dans ce cas-là, est supérieur à 100 000 €. Et donc on va avoir ces dividendes qui vont être assujettis, les 8 500 € qui sont là, aux prélèvements sociaux. Donc les prélèvements sociaux, ils sont de 15,5%. Petite subtilité, on est 15,5%, il y en a 5,1% qui sont déductibles des revenus de l'année suivante. Donc 5,1 des 15,5 vont être déductibles des revenus de l'année suivante et vont générer du coup une économie d'impôt sur la base de la tranche marginale d'imposition qui est celle de chacun. Ce qui fait qu'on est à moins de 15,5% de fiscalité en réalité, on est aux alentours de 13% à peu près en fonction de la situation, la tranche marginale d'imposition de chacun. Là, pour quelqu'un qui est dans la tranche à 41%, les prélèvements sociaux, du coup, seraient à 1 140 €. C'est 13 et quelques pourcents de 8 500 € qui vont être calculés ici. Donc, au global, on va avoir une fiscalité qui va donc s'élever à 3 231 € si je rajoute les 1140 de prélèvements sociaux. Voilà, donc j'ai 3 231 de fiscalité pour encaisser un revenu qui était de 10 000 € au départ. Et donc il va rester, si on ajoute les 1 500 € d'impôt sur les sociétés qu'on a payé au début, ici, on a 4 731 € de pression fiscale. Ça veut dire que l'on encaisse en net 5 269 € quand on fait la différence. Donc on a un taux d'efficacité sur ces dividendes qui est de 52-53%. Donc pour encaisser 100, sur un montant de 100 de bénéfices en haut, on va encaisser 52-53%. On va voir après le classement des taux d'efficacité des différentes sources de rémunération. Voilà comment ça se découpe au niveau de la fiscalité sur les dividendes. Cette fiscalité sera plus faible que celle des revenus gérants majoritaires qui, elles, ne bénéficient que de 10% de déduction forfaitaire et qui sont dans tous les cas assujettis aux cotisations sociales obligatoires sans possibilité de choix avec les prélèvements sociaux. Ça va pour cette méthode de calcul. Donc là, c'est la deuxième source, possible de taxation sur les prélèvements que l'on fait sur la société. Et on a aussi une troisième source qui est beaucoup plus récente et qui est aujourd'hui une stratégie intéressante qui consiste à se placer dans le cadre de la fiscalité des plus-values sur valeur mobilière. En effet, lorsqu'on est chef d'entreprise, on a la possibilité de revendre des parts de son entreprise. On peut les revendre à une tierce personne, mais on peut aussi quelque part les revendre à une tierce personne qui nous appartient. Ça consiste en fait à revendre les parts de société à une société familiale personnelle que l'on aurait constituée, qui va du coup nous racheter les parts de notre société d'exercice libéral, qui va emprunter en tout ou partie pour faire cette opération. On va encaisser du cash et en fait cette opération va nous permettre de bénéficier d'un abattement qui est fonction de la durée de détention des parts de celles et qui peut monter à 65%, voire 85% dans certains cas. Mais déjà, quand on détient les parts depuis plus de 8 ans, on a au minimum 65% d'abattement sur la plus-value que l'on va dégager à cette opération. Les 85% sont des cas que l'on rencontre très peu fréquemment dans vos professions, puisqu'en fait, pour bénéficier d'un abattement de 85%, il y a, d'une part, il faut que la société soit une société nouvellement constituée, ou qui ait moins de 10 ans d'ancienneté lorsqu'on fait l'acquisition des parts,
Ça, c'est pas très compliqué, on crée une SEL, donc la SEL est nouvellement constituée, on pourrait rentrer dans ce schéma-là, mais il faut aussi que la société ne soit pas issue d'une restructuration, d'une fusion, et donc ça veut dire que, par exemple, si on exerçait déjà son activité et qu'on fait un apport de cette activité ou qu'on vend cette activité à la Société d'exercice libéral, on ne rentre pas dans les conditions pour bénéficier de l'abattement à 85%. Pour pouvoir en bénéficier, il faut s'installer directement en Société d'exercice libéral et ne pas avoir exercé avant de faire cette installation. Donc ça concerne vraiment des cas assez limités qui peuvent bénéficier de cet abattement de 85%. Mais en tant que tel, déjà 65% d'abattement, là aussi c'est une super niche fiscale puisque ça permet d'avoir simplement 35% du montant appréhendé qui est assujetti à l'impôt sur le revenu, donc à 41 ou 45%. Donc la pression fiscale va être très très faible dans ces cas-là. L'abattement en fait il est de 50% entre 2 ans de détention et 8 ans de détention et 65% au-delà de 8 ans de détention. On a toujours dans ces cas-là les prélèvements sociaux qui vont s'ajouter, hein, bien sûr, mais quand on avait une déduction forfaitaire de 10% sur les revenus gérants majoritaires, de 40% sur les dividendes, on voit qu'on peut aller jusqu'à 65 voire 85% ici d'abattement au niveau de l'impôt sur la plus-value. Donc ça sont les stratégies que met en place depuis quelques temps Rémi Dumas sur les personnes qui exercent en SEL depuis plus de 8 ans. Qui est extrêmement favorable, qui ne sera peut-être pas éternel. Donc quand on peut en bénéficier, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc une fois qu'on a vu tout ça, là je vous délivre tous mes secrets quelque part, puisqu'en fait je vous mets le tableau, mon podium de l'efficacité des rémunérations. Donc après avoir vu ça, finalement vous pouvez vous passer de moi, puisque là tout est dit. Alors le seul point positif, c'est que si le taux d'IS est réellement modifié, il faudra refaire tous les calculs, donc je serai peut-être encore un peu utile. Mais en fait, là, une fois qu'on a pris en compte ce tableau, on a compris comment il fallait faire fonctionner sa SEL et la prise de dividendes et de rémunération. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Lorsqu'on veut appréhender les sommes, on a, donc on l'a vu, la possibilité de prendre une rémunération de gérance, des dividendes, etc. Donc je fais abstraction de la vente à soi-même de parts de société. Là, je me concentre juste sur la comparaison entre la rémunération de gérant majoritaire, donc le fait de prélever des salaires, et la distribution de dividendes. Donc tout d'abord, le plus efficace, en fait, ça consiste à prendre des dividendes qui ne sont pas assujettis aux cotisations sociales obligatoires, CSO, c'est ça, et ces dividendes ayant eux-mêmes été fiscalisés à 15% au niveau de l'IS. Ça correspond en fait au schéma que j'évoquais là. Donc j'ai fait une hypothèse avec une tranche marginale d'imposition à 30% pour le chef d'entreprise. Et donc quand on a des dividendes qui ne sont pas assujettis aux cotisations sociales obligatoires, ça veut dire que les dividendes représentent moins de 10% du capital social et que ces dividendes proviennent d'un bénéfice qui n'a été taxé qu'à 15% sur la société, ça veut dire un bénéfice inférieur à 38 120 €. Dans ce cas-là, le taux d'efficacité pour le chef d'entreprise monte à 58%. Ça veut dire que sur un bénéfice de 100 € sur la société, il va lui rester 58 en net dans sa poche après avoir payé tous les impôts et toutes les cotisations, tous les prélèvements sociaux. C'est de loin le plus favorable. En deuxième intervient la rémunération justement de gérance, la rémunération de gérant majoritaire, de travailleurs non salariés, qui est soumis à l'article 62 du Code général des impôts. Et donc là, on a une efficacité à 52%. On va avoir un abattement de 10%, comme on le voyait tout à l'heure, et ensuite ça va être soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires. On a une efficacité qui descend à 52%. C'est équivalent, à peu de choses près, à... On a quand même financé sa protection sociale. Oui, on a financé sa protection sociale, mais qui, compte tenu des déficits des caisses, en fait, ne donne rien, quoi. Donc on a financé des choses qui ne donneront pas de droit à la retraite ou pas grand-chose. Donc je préfère avoir les 6 points de plus pour moi et mettre de l'argent de côté plutôt que de mettre de l'argent dans un fonds perdu. Mais ça dépend aussi de la situation, de l'âge de départ en retraite, etc. Mais parce que allocation familiale, vous n'avez pas plus, santé, vous n'êtes pas plus remboursé, retraite, peut-être que vous aurez un peu plus de retraite, mais je pense surtout que vous en aurez beaucoup moins quand vous partirez. Donc je préfère moins cotiser et puis en mettre un peu pour moi de côté. Mais vous avez raison. On a... comprise dedans. Oui, elle est comprise dedans. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc le troisième point, ce sont les dividendes qui sont assujettis aux cotisations sociales obligatoires, toujours avec un IS à 15%, donc jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Et donc ce sont les dividendes qui cette fois-ci excèdent 10% du capital social. Je suis dans le cas d'une société qui a 10 000 € de capital social, on distribue des dividendes dans la limite de 38 000 € de bénéfices,
Et donc cette fois-ci, ces dividendes vont être assujettis aux cotisations sociales obligatoires parce qu'ils vont excéder 10% de mon capital social. Et là, on est sur un taux d'efficacité à 51%. Le TNS individuel, en fait, c'est la profession libérale qui exerçait en nom propre, donc qui est du coup à un taux d'efficacité à 49%. C'est-à-dire que pour avoir 100 € en net, il faut 200 € de bénéfices. Donc on voit quand même qu'il y a une différence qui commence à être significative avec le taux d'efficacité, le premier à 58%. Et ce qui est le moins intéressant, ça va en descendant, ce sont les dividendes non assujettis aux cotisations sociales, avec un taux d'IS à 33%. Donc ça veut dire que distribuer des bénéfices qui ont été soumis à un taux d'IS à 33%, quel que soit finalement le montant du capital social, ça n'a pas grand intérêt. Encore moins bien les dividendes assujettis aux cotisations sociales, donc cette fois-ci les dividendes qui excèdent 10% du capital social, et sur des dividendes, sur des bénéfices qui ont été soumis au taux d'IS à 33%. On est sur une efficacité à 40%, donc là il y a quand même plus de 60% qui partent dans les prélèvements et dans les impôts. Et dernier, le moins intéressant, c'est la situation de quasi-salarié. Donc là ça permet de faire un focus sur des bêtises qui ont été faites par certains conseils qui ont transformé les SARL en SAS pour permettre à leur chef d'entreprise de se mettre en statut quasi-salarié. En fait, on a un taux d'efficacité qui n'est que de 40% dans ce cas-là. Lorsqu'on est en SAS, qu'on est président d'une SAS, qu'on encaisse des revenus, on paye des cotisations sociales patronales et salariales. Et quand on cumule le tout, finalement, on a beaucoup de cotisations qui viennent impacter l'efficacité, et donc on descend à 40%. Question. Oui. Quand on est en SAS et qu'on ne prélève pas de quasi-salarié, mais seulement des dividendes, est-ce que c'est bon là? Alors, oui et non, parce qu'en fait, il faut avoir un minimum de rémunération. On ne peut pas, en tant que profession libérale médicale qui exerce au sein d'une SAS, ne pas avoir de rémunération. Sinon, c'est une rémunération qui est anormalement basse. Et donc là, on peut se faire retoquer, ça coûte très cher, parce que d'une part, vous allez devoir vous déclarer un revenu qui va être assujetti à l'impôt, et la société ne pourra pas déduire cette charge. Donc si les services fiscaux vous contrôlent et que vous déclarez 10 000 € de revenus alors que vous êtes chirurgien, ils vont vous dire, à juste titre, que vous auriez dû encaisser plus de revenus. Et donc vous avez anormalement prix de rémunération anormalement basse. Pardon. Ça c'est le premier point. Et sur les dividendes, du coup, c'est quand on cumule les choses, et c'est vrai qu'avec des dividendes qui ont subi l'IS à 33%, on voit bien que c'est pas intéressant. On va pouvoir prendre des dividendes, mais qui vont être limités sur la fraction de 38 000 € d'IS à 15%. Donc si je prends des dividendes qui proviennent de bénéfices qui ont été taxés à 33%, j'ai pas intérêt à le faire finalement. Donc cette solution-là n'est pas une bonne solution en soi. C'est d'une part on prend des risques, et en plus ça n'offre rien au niveau financier réellement. La solution la plus intéressante, c'est ce que fait Rémi Dumas, c'est d'avoir une SARL, de faire des augmentations régulières de capital pour pouvoir prendre des dividendes qui sont exonérés de cotisations et bénéficier d'un taux d'IS à 15% sur cette quote-part de dividendes. Et si on multiplie les structures sociétaires, on a autant de possibilités de taux d'IS à 15% sur ces dividendes en question. Ça répond à votre question. Il peut y avoir un risque de rémunération anormalement basse sur Oui. le SEL? Oui. Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui définissent? Ce sont les critères qui vont être pris en compte par l'administration fiscale, mais ça va être la moyenne des professions. Un chirurgien ne peut pas encaisser 10 000 €. Ou alors il faut qu'il justifie qu'il travaille 3 heures par semaine. Mais sinon, il ne peut pas encaisser 10 000 €. Voilà. C'est anormalement bas. Surtout si vous avez du bénéfice que vous laissez en bénéfice et que vous distribuez en dividende. Ça veut dire que vous avez fait ce choix de prendre 10 000 € de revenus pour distribuer des dividendes, alors que vous auriez dû prendre plus de revenus pour rémunérer votre travail en tant que tel, parce qu'en fait, la rémunération de gérance majoritaire, c'est là pour rémunérer votre activité. Et les dividendes, ce n'est pas en soi fait pour rémunérer votre activité. C'est du capital que vous rémunérez, qui a une rentabilité. Donc si vous ne prenez que des dividendes, c'est une rémunération anormalement basse. Et je vous dis, d'une part, on peut considérer que si vous ne prenez pas de rémunération, c'est du travail déguisé. C'est-à-dire que vous avez travaillé mais sans prendre de rémunération. Deuxièmement, c'est une rémunération que vous allez devoir déclarer à titre personnel avec les majorations, etc., sur laquelle vous allez payer des impôts. Et troisièmement, ce ne sera pas des petits au niveau de la société, donc c'est la catastrophe. Donc on a des marges de manœuvre, c'est évident, mais c'est comme toute stratégie, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, on risque de se faire retoquer. Quand on se fait retoquer, ça coûte très très cher. Retoqué par l'URSSAF aussi. Et oui, parce qu'on a un but de droit fiscal et un but de droit social, vous avez tout à fait raison. Et là aussi, les caisses veillent et ça peut coûter très 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 cher. Vous voulez ajouter non?
Donc ça, du coup, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, mais l'année prochaine, ça devrait changer. Ça va bouleverser un petit peu l'ordre des choses, puisque avec un taux d'IS à 28%, peut-être que certains dividendes deviendront un peu plus intéressants que le TNS individuel. Voilà. Ça va, c'est assez clair pour ça? Pour continuer toujours sur la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, on a aussi trois régimes, qui sont intéressants, que l'on n'a pas lorsqu'on a un impôt sur le revenu. C'est tout d'abord le régime fiscal société mère-filiale. C'est un régime qui va s'appliquer lorsque la société fille va réaliser des bénéfices et qu'elle va distribuer ses bénéfices à une société mère, société holding. Dans ce cas-là, on a un régime qui va permettre d'être quasiment exonéré sur les dividendes que va encaisser la société mère. Alors c'est un régime qui est aujourd'hui un peu plus contrôlé, qui fera l'objet d'une conférence cet après-midi par le professeur Régnier qui va nous expliquer le dispositif anti-abus qui est mis en place dorénavant. Mais pour bénéficier de ce régime, il suffit d'avoir simplement 5% du capital de la société fille qui est détenu par la société mère. Et dès lors que la société mère détient plus de 5% du capital de sa fille, les dividendes que la société mère va encaisser, donc les bénéfices qui vont lui être distribués, vont être quasi exonérés de fiscalité. Alors quand je dis quasi exonérés, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une quote-part pour frais et charges de 5%, c'est-à-dire que simplement 5% du montant du bénéfice va être calculé et pris en compte au niveau de la fiscalité de la société mère. Et donc si la société mère elle-même est taxée à 15%, ça fait par exemple 0,75% de pression fiscale. Si on est taxé à 33%, ça fait que 1,5% de pression fiscale. Donc c'est très 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 faible et c'est un dispositif extrêmement intéressant. Ça permet en fait de faire circuler de l'argent entre sociétés du même groupe, dans la société commerciale. Il faut qu'on ait plus de 2 ans de dépôt. Là aussi, La cote part de frais charge, elle a 11%. elle est sur les sociétés. Oui, ouais. Et on a, oui. Et puis après les titres de participation, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, pardon. Oui, ça permet de faire circuler des capitaux entre les sociétés sans avoir une trop grosse pression fiscale au passage. On a même un dispositif qui va plus loin, qui s'appelle le régime de l'intégration fiscale. Là, c'est beaucoup plus contraignant, parce qu'en fait, il faut que la société mère détienne 95% minimum du capital de sa fille. Et lorsqu'on est en intégration fiscale, finalement, il n'y a aucune pression fiscale au passage. Donc, tout est exonéré au niveau de la société mère. Mais dans le cas des sociétés, notamment d'exercice libéral, médical, ce n'est pas possible d'avoir une société micro-holding familiale qui détienne 95%, puisque les décrets d'application limitent l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral à des tierces personnes à, dans le meilleur des cas, 25%, voire 0% en fonction des professions. Seule possibilité, ce sont les SPFPL dont on a parlé tout à l'heure, mais qui constituent plutôt une impasse en soi, puisque l'argent remonte en haut, et une fois qu'il est en haut, on ne peut plus en faire grand-chose. Donc c'est un cas qu'on côtoie très peu souvent au niveau des professions médicales. Autre possibilité, ce qu'on appelle la niche copée, qui concerne en fait les cessions de titres de participation. Lorsque la société mère détient des parts de sa société fille et qu'elle les revend, la plus-value éventuelle qu'elle va réaliser sur cette opération va être quasi exonérée d'impôts, puisqu'en fait on a un taux à 0% avec une prise en compte simplement de 12% du montant de la plus-value au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc 12% qui vont être taxés à 15 ou 33% là aussi. Donc ça permet d'avoir des reventes, notamment chez les pharmaciens, revendre des parts de sel par la SPFPL, avec simplement une pression fiscale à 12% de la plus-value prise en compte au niveau de l'impôt sur les sociétés. Mais là aussi, ce sont des cas qu'on côtoie peu souvent au quotidien dans les stratégies patrimoniales. Pour terminer donc, sur l'impôt sur les sociétés, j'ajouterais que par rapport à l'impôt sur le revenu, ces nombreux avantages que l'on vient de voir, ils ont en plus l'intérêt principal d'être en vigueur depuis de nombreuses années et devraient le demeurer pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en fait ce sont des dispositifs qui sont issus du droit européen et qui ont été retranscrits dans le droit français, dans le Code général des impôts, et qui ne peuvent du coup être modifiés par Bercy de sa seule initiative. Ce sont des règles européennes qui vont s'appliquer.
elles peuvent être modifiées au niveau de la règle européenne, mais ça veut dire que Bercy, tout seul de son côté, ne pourra pas les modifier unilatéralement. Deuxième point, me semble le plus important, c'est qu'on a aujourd'hui une concurrence fiscale européenne pour attirer les entreprises et qui fait pression à la baisse sur les taux d'IS. Récemment, donc on disait la France envisage de baisser son taux d'impôt sur les sociétés, puisqu'on avait un taux d'IS à 33%, qui est parmi les plus élevés d'Europe. Et donc, il devrait y avoir une baisse. Plus loin de nous, on voit aux États-Unis que le président élu a prévu de baisser son taux d'impôt sur les sociétés, puisque le taux fédéral aux États-Unis aujourd'hui 35%, il devrait être sensiblement baissé. Plus proche, suite au Brexit, Theresa May a prévu de baisser à 15% son taux d'impôt sur les sociétés, pour se rapprocher de l'Irlande qui est à 12,5%. On voit bien qu'il y a de toute façon une tendance à la baisse au niveau de l'impôt sur les sociétés, pour une raison qui est simple, c'est qu'il est beaucoup plus facile de transférer le siège d'une entreprise que de quitter le pays, de se délocaliser avec sa famille et de partir totalement tourner la page. Donc du coup, il y a une pression importante sur les taux d'impôt sur les sociétés. On peut en penser ce que l'on veut, mais ce qu'on constate, c'est que du coup, les stratégies qui consistent à profiter du taux d'IS ont peu de chances d'être impactées négativement par une augmentation du taux d'impôt sur les sociétés. Dernier point. Voilà, les très petites entreprises et les PME en fait sont aujourd'hui les seules qui créent réellement des emplois et n'importe quel gouvernement ne peut pas trop les maltraiter au risque de voir la source se tarir. Donc ce sont des stratégies qui étaient mises en place il y a plus de 20 ans maintenant, 25 ans par Rémi Dumas, et qui ont été finalement justifiées et qui ont été totalement vérifiées par l'évolution de la fiscalité depuis. Donc ça confirme totalement le caractère prémonitoire de l'article du professeur Causian, qui dès 1992 encourageait à se mettre en société aussi bien pour la gestion professionnelle mais aussi pour la gestion de son patrimoine personnel, et qui du coup, je le disais, confirme les stratégies qui ont été mises en place par Rémi Dumas. Voilà. J'en ai terminé pour ma présentation. On peut passer aux questions si vous voulez.